C'était le 20 novembre dernier. Ce jour-là, Martine Baca, cette mère de famille de 62 ans, vient d'apprendre une terrible nouvelle. Son fils Laurent, disparu depuis 4 mois, a été retrouvé par la police. La famille est sous le choc. Les frères et sœurs sont dévastés. Les enquêteurs nous ont annoncé qu'ils avaient retrouvé Laurent, donc il était sans vie, enseveli dans les combles, sous du béton. Donc voilà. Parce que là, quand même, c'est le summum. C'est entouré de sacs poubelles, scotché comme un saucisson, enseveli sous du béton. Je ne sais pas si on peut faire pire. Enfin, si, il y en a qui font pire, certainement. Mais bon, là, franchement, pour le coup, quand on vous annonce ça... Laurent Baca avait 37 ans. C'était l'aîné de la famille. Il était intérimaire. Il habitait à quelques kilomètres de ses parents avec sa compagne et ses 3 enfants. C'est ici, dans cette maison familiale d'un quartier tranquille de Toulouse, que son corps a été découvert par la police. Dans ce pavillon rose, sous les combles, Laurent aurait été tué d'un coup de fusil, puis emmuré. Dans le voisinage, c'est la stupéfaction. René habite juste à côté du pavillon. Il a côtoyé la famille pendant 10 ans. Quand il y avait le soleil, les enfants ils s'amusaient là. Les balances là. Tout ça c'est à eux. Selon lui, le couple semblait uni et sans histoire. Jamais une dispute, jamais j'ai m'imaginé, parce que lui il travaillait, il bricolait. Elle aussi, elle partait travailler, elle revenait, puis voilà. Que s'est-il donc passé dans cette maison familiale? Quel drame s'y est joué? Pourquoi Edith, cette auxiliaire de vie de 27 ans, aurait-elle tué son compagnon, le père de ses 3 enfants? Quel secret cachait-elle? L'enquête sur la disparition de Laurent Baca a débuté au mois d'août, en plein cœur de l'été. Le mercredi 6 août, Martine, la mère de Laurent, cherche à joindre son fils. Ils sont très proches. Elle a l'habitude de l'avoir tous les jours au téléphone. Donc, à 12h20, j'ai rappelé du téléphone maison. J'ai eu Edith au bout du fil. Elle m'a dit je suis désolée, Laurent n'est pas là. Il est parti aider un copain et il a oublié son portable. Voilà. Le lendemain, Laurent Baca n'a toujours pas donné de signe de vie. Et Edith, sa compagne, ne fournit aucune explication à la famille. Étonnamment, elle ne semble absolument pas perturbée par cette disparition. Cette attitude irrite le père de Laurent. Il perd patience. Je dis à Edith, j'ai dit écoute-moi bien, si d'ici 19h il n'est pas là, c'est pas compliqué, j'appelle la police parce que c'est pas logique. En plus, il est parti, il n'a pas son téléphone, il n'a rien, et il est parti à pied, puisqu'on y avait demandé, et alors qu'il a un véhicule, il avait un véhicule, et il était parti à pied. J'ai dit c'est quand même bizarre. Dès le lendemain matin, la police est alertée. Mais elle ne peut pas faire d'investigation très poussée sur cette disparition inquiétante, car Laurent Baca est majeur. Il a parfaitement le droit de s'absenter sans explication. En désespoir de cause, les parents et frères et sœurs de Laurent Baca se mobilisent. Ils placardent des avis de recherche dans le centre de Toulouse et ses environs. Contre toute attente, Edith ne participe pas aux recherches. Elle s'isole et assure que son compagnon va revenir. Mais les semaines passent et Laurent Baca ne réapparaît pas. La famille ne sait plus vers qui se tourner. On a pris l'initiative d'aller voir une voyante qui nous a annoncé le décès de Laurent et qui nous a dit qu'elle le voyait dans de l'eau. Donc c'est là où on a commencé à venir inspecter les abords des lacs. Mais une fois de plus, les recherches restent vaines. Et peu à peu, dans l'entourage de Laurent Baca, des rumeurs commencent à circuler sur sa personnalité. Le disparu ne serait pas qu'un père de famille irréprochable. Au club de football du quartier, les amis de Laurent Baca s'interrogent. Car ce passionné de sport, qui entraînait les plus jeunes sur son temps libre, avait déjà eu des démêlés avec la justice. Des histoires dont a aussi entendu parler le président du club. Il y a ceux qui disent que c'était un voyou avant, il y a ceux qui disent qu'il
que non, il y a la famille qui le défend, et puis il y a d'autres qui créent des théories infondées. Voilà. Alors moi, on m'a posé bien 200 fois la question, est-ce que c'était un homme violent, est-ce que c'était un alcoolique? Aucune idée, quoi, aucune idée. Et je me garderais bien de donner un avis. Si ces bruits circulent, c'est que ce père de famille a déjà été condamné pour coups et blessures. Il a aussi été impliqué dans sa jeunesse dans une affaire de trafic de stupéfiants. Edith le savait. Elle va d'ailleurs s'appuyer sur ce passé de délinquant pour tenter de justifier son absence. Alors que son compagnon a disparu depuis 1 mois, elle affirme au père de Laurent qu'il aurait été recruté par des dealers pour transporter de la drogue. Elle nous explique à tous qu'il est parti faire un gros coup. On tombe tous un peu des nues parce que bon, 37 ans, 3 enfants, je vois pas pourquoi tout d'un coup la lumière serait allumée dans sa tête pour aller faire un gros coup. Je voyais mal mon fils à 200 km/h descendre du fin fond de l'Espagne, comme ce qu'on voit ou ce qu'ils disent à la télé avec des grosses voitures. Je me suis dit là, elle me prend pour un pinceau. Pour la famille Baca, Edith raconte n'importe quoi. Elle change sans cesse de version, se contredit. Son comportement est de plus en plus étrange. Alors que les mois passent, elle ne paraît toujours pas affectée par la disparition de son compagnon. La mère de Laurent émet alors une autre hypothèse. Le couple ne s'entendait plus, sa belle-fille aurait commis l'irréparable. Je lui avais dit, vous vous êtes disputé cette nuit-là, où il est tombé, où tu l'as poussé, il a pris un mauvais coup et tu t'es débarrassé du corps. Elle n'a eu aucune réaction. De leur côté, les policiers ont aussi de sérieux soupçons concernant la femme du disparu. Et le 20 novembre, à 8h du matin, ils perquisitionnent le pavillon. 3 mois après la disparition, la police découvre alors des taches de sang dans le salon et dans les combles. Le corps de Laurent sous des kilos de béton. Très vite, Edith avoue le crime. Elle est immédiatement arrêtée et écrouée. Quand on passe à ses enfants, on n'agit pas comme ça. Vous vous rendez compte, les petits? 3 mois et demi, elle les a fait dormir avec le cadavre de leur père au-dessus. 3 mois et demi. Est-ce qu'on est une personne sensée quand on fait ça? Martine avait vu juste. À l'origine du crime, il y aurait eu une dispute violente entre Laurent et sa compagne. Et devant les policiers, Edith Scaravetti fait une révélation. Elle aurait éliminé son compagnon parce qu'il la battait depuis des années. Ce soir-là, il aurait même menacé de la tuer. Avec leur avocat, les membres de la famille Baca découvrent avec stupeur le récit détaillé de la jeune femme le soir du meurtre. Là, elle explique qu'elle a affaire à quelqu'un de très violent au quotidien, donc une dispute de plus, d'une violence égale aux précédentes, va avoir lieu. Un fusil va être au milieu. Elle va être mise en joue. Encore une fois de plus, je dirais, selon ses déclarations. Le fusil va être retourné par Laurent Baca et présenté crosse en avant. Elle va s'en saisir, le coup va partir. À ce moment-là, dans la présentation qui nous est faite, on passe de l'accident malheureux à la légitime défense pure. Tout ça est un petit peu mélangé. Mais voilà, nous dit-elle, ce qui s'est passé. Edith Scaravetti, une femme victime de violences conjugales et qui, selon ses déclarations, voulait se protéger, elle et ses enfants, d'un compagnon dangereux. Une version des faits que veulent mettre en avant Maître Boguet et Maître Catala, les avocats de la jeune femme. Mais le dossier est particulièrement complexe, car aucun dépôt de plainte ou main courante ne prouve cette violence conjugale. Lors d'une visite en prison, Edith leur a raconté les sévices qu'elle aurait subis pendant des années. La dernière fois que nous avons eu un échange avec elle, elle m'a révélé quelque chose d'absolument terrible. C'est que, en réalité, au travers des sévices qui pouvaient lui imposer, elle aurait été marquée à l'aide d'un couteau chauffé à blanc sur les parties les plus intimes. Moi, elle me montre effectivement la marque qui correspond à l'initiale du prénom de ce garçon. Et il l'aurait gravé comme on aurait pu graver un esclave au siècle passé. Bon, dans des cas comme celui-ci, il faut faire comprendre aux juges et le cas échéant à la cour d'assises qu'on est dans un problème de légitime défense.
Ce sera à la justice d'analyser cette cicatrice que les avocats de la défense ont vue sur la peau de la jeune femme. Mais il y a un témoignage capital qui pourrait faire basculer le cours du procès. Une amie d'Edith parle pour la première fois de l'enfer quotidien vécu par la jeune femme. Véronique Basset est la confidente et la collègue de travail de la mère de famille. La prison n'a rien changé à leur amitié. Les deux amies continuent à s'écrire. J'ai reçu ta lettre hier et elle m'a fait plaisir. Je vois un psy, une infirmière, psy. Je réalise qu'il faut que j'évacue mon vécu. Mais bon, bisous, Edith. Ce n'est pas tout à fait un hasard si elle s'est rapprochée d'Edith. Véronique a été aussi victime de violences conjugales pendant des années. Elle a donc tout de suite remarqué certains détails. Comme on travaillait ensemble le midi, je l'ai vu arriver. Je lui ai dit, Edith, qu'est-ce que tu as là au visage? Alors elle me dit, je me suis cognée dans une porte. Ah bon? Qu'est-ce qu'elle avait au visage? Elle avait un genre d'hématome de bleu juste là, en dessous l'œil, un peu maquillée. Je lui ai dit, mais d'habitude tu te maquilles pas. Elle me dit, non mais je me suis cognée dans une porte. Et là aux jambes, parce que bon, j'ai vu qu'elle avait des hématomes aux jambes, aux bras. Et là, elle a pu se confier en me disant, ben c'est mon mari. Edith, d'ordinaire si pudique, aurait alors dévoilé l'enfer de son huis clos familial. Elle a commencé à me raconter un petit peu sa vie, qu'elle avait un mari qui était très jaloux, qui était alcoolique et qui la frappait. Donc de là, je lui dis, mais tu en as déjà parlé? Alors elle me dit, non, je ne peux pas en parler, j'en parle pas à mes parents, j'en parle à personne. J'ai dit, mais personne ne le voit. Elle me dit, bah tu sais, je mets des pantalons, comme ça aux gens, ça se voit pas, et je suis quelqu'un assez de réservé. Pourtant, Edith se tait, car elle espère, en secret, que ce n'est qu'une mauvaise passe et que l'homme qu'elle a aimé autrefois va redevenir comme avant. C'est ce que Laurent lui promet après chaque crise. À chaque fois, elle disait « Oh, je vais changer, je vais faire des efforts, je te promets. » Donc, ça retombait... Ils étaient amoureux, comme on va dire. Et puis, une semaine après, c'était reparti. Et puis un jour, elle me dit « Bah oui, mais moi, il me menace. Bon, il avait une carabine. » Elle m'a raconté qu'il avait une carabine, qu'il la menaçait plusieurs fois, qu'il mettait la carabine sur sa tempe, qu'il a menacé, elle, de la tuer ou de tuer ses enfants. Laurent, un homme dangereux pour sa famille. Et Edith, son souffre-douleur. Une version que refuse de croire la famille Baca. La sœur de Laurent était très proche d'Edith. Elles ont voyagé ensemble. Et pendant toutes ces années d'intimité, elle n'a jamais rien remarqué de particulier. Ça nous arrivait de faire les magasins ensemble, de se changer dans la même cabine pour essayer les vêtements. Et puis plusieurs fois, en 10 ans de vie commune avec Laurent, j'ai été dormir chez eux. Et on s'est mis en pyjama ensemble. Et je n'ai jamais rien vu. Depuis le début, elle ment, elle ment, elle ment. Edith est-elle une femme battue qui souffrait en silence ou une meurtrière qui cherche des excuses à son geste? Y aurait-il un autre mobile à ce crime? Une interrogation qui hante la famille Baca, car avant le drame, Edith aurait noué une relation avec un autre homme. Laurent avait découvert cette liaison. Drame de la jalousie ou légitime défense? La justice tranchera. Si Edith Scaravetti est reconnue coupable du meurtre de son compagnon, elle risque jusqu'à 30 ans de réclusion.